Shalom à tous, bonjour. Je suis le pasteur Patrick Ntsakala. Et ce matin, je voudrais m'arrêter quelques minutes pour pouvoir parler du traumatisme dû au viol. Le viol est un acte contre nature. Un acte contre nature a un pouvoir contre nature. Et ce pouvoir contre nature laisse des traces dans la vie des personnes qui ont été exposées au viol. Quel que soit son âge. Je suis concerné en tant que pasteur au sujet de ce qui est arrivé à la petite Wally, à cet enfant d'environ 14 ans qui avait été victime d'un viol, victime d'un traumatisme dû au viol. Et si j'avais un thème, je dirais dans la peau de Wally. Dans la peau de Wally, comme ça pouvait être dans la peau de Dina. Dina était une petite fille très charmante, très jolie. Elle était la 13e enfant de Jacob. Et elle avait plu à un jeune homme, à un prince païen qu'il avait désiré. Et ce prince l'a tendu un piège et l'a déshonoré en la violant, en l'abusant sexuellement. Et lorsque ses 12 frères se sont rendus compte que leur sœur avait été victime d'un viol, ils ont bien voulu s'organiser pour pouvoir venger leur sœur. Et là, ils sont allés proposer à ce prince et à tous les garçons de son royaume de pouvoir entrer dans le pacte du mariage à condition d'être circoncis. Et là, ça a plu au prince qui a convaincu les autres. Ils se sont circoncis pour sceller cette alliance. Or, derrière le plan, derrière la circoncision, s'est caché un plan. C'était la vengeance de Dina. Et donc, lorsque ces hommes qui étaient en âge de guerre se sont circoncis tous, les enfants de Jacob, donc les 12, ont eu le pouvoir de venger leur sœur. Ils ont pris les armes et ils sont allés exterminer tous les garçons de ce royaume parce qu'on venait de les circoncire et donc ils ne pouvaient pas avoir une épée d'une main et avoir une plaie due à la circoncision. Du coup, tous ont été exterminés. Alors que je méditais ce texte, je me suis rendu compte que on ne devait pas laisser passer un traumatisme. Un traumatisme a besoin d'être réparé. Et je me suis aussi rendu compte qu'il faut régler les problèmes le plus tôt que possible. C'est lorsque la plaie est encore fraîche
qu'il faut apporter des réponses. On ne devait pas trop tirer en longueur, trop laisser passer le temps. Mais on devrait boire le vin alors qu'il a été tiré. Et comme vous, tous nous sommes sans ignorer qu'il existe des victimes des viols dans nos familles. Nous avons des petits-neveux, nous avons des petites nièces qui sont victimes d'un traumatisme dû au viol. Et nous n'avons peut-être pas les yeux pour voir ce qui se passe à l'intérieur des enfants qui ont été violés. Mais le viol est un traumatisme. La personne qui subit le viol subit un traumatisme. Elle est traumatisée et il y a besoin que ce traumatisme soit réparé. Je voudrais partager quelques témoignages. Il y a un jeune homme qui avait été victime du viol alors qu'il n'avait que 13 ans. C'est un orphelin de père et de mère, qui allait habiter chez sa grand-mère. Cette histoire se déroule en Afrique du Sud. Alors, chez sa grand-mère, ce jeune garçon a été violé depuis l'âge de 13 ans par son oncle. Son oncle abusait de lui sexuellement, régulièrement, avec des menaces de mort, lui disant que si tu en parles, je vais te tuer. Ce garçon a été traumatisé et n'avait pas les moyens pour s'en sortir. 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, jusqu'à ce que vers ces âges-là, de 16-17 ans, il était contraint de fuir la maison. Mais quand il a fui la maison, il est parti loin de son bourreau, mais l'acte qui a été commis sur lui, qui était le viol, a dénaturé sa personne. Et ce jeune homme est arrivé à la conclusion selon laquelle qu'il n'y avait que les hommes qui sont attirés par lui. Et donc, il s'est mis à se prostituer comme homosexuel. Il pouvait voyager dans les nations, aller à Dubaï, juste pour se prostituer, parce qu'il est entré dans un réseau. Aller à Londres pour se prostituer, parce qu'il était dans des réseaux. Mais ce garçon est devenu homosexuel parce qu'il a été traumatisé, et c'est ce traumatisme-là qu'il a dénaturé, parce que le viol est un acte contre nature, et tout ce qui est contre nature a des effets dans le système psychologique de la personne qui subit le viol. Ça, c'est un cas. Une jeune dame mariée, mère de 2 enfants, mariée environ 6 années. Et à un moment donné, dans sa vie de couple, dans sa relation avec son mari a commencé à abuser d'elle. Elle a été abusée verbalement, elle a été abusée sexuellement. Donc, il y a eu des actes de viol. Et cette jeune dame a été touchée à l'intérieur d'elle, qu'elle, de son côté,
a pris la résolution de se venger. Mais quand elle prend la résolution de se venger, il y a comme une dualité au-dedans d'elle. D'une part, elle veut se venger du viol pour protéger les femmes. De l'autre côté, elle veut venger le mal qu'on lui a fait en devenant homme et en se prostituant vis-à-vis des autres femmes. Donc elle est devenue lesbienne. Elle est devenue lesbienne. C'est le cas de dire que nous ne savons pas ce qui se passe actuellement dans le système psychologique des victimes des viols. C'est quelque chose qu'on ne devait pas prendre à la légère. C'est quelque chose qu'on ne devait pas négliger. Nous avons le cas de Joyce Meyer qui, elle témoigne. Elle a été victime aussi du viol. Et la personne qui a abusé d'elle, c'était son propre père. Son propre père a abusé d'elle jusqu'au moins à ses 18 ans. Elle était tout enfant, elle devait avoir moins de 10 ans quand son père a commencé des attouchements sur elle. Sa maman savait, mais elle ne pouvait rien dire. Vous pouvez écouter son témoignage de comment est-ce que son père pouvait l'amener sur la route. Et là, sur la route, il pouvait s'arrêter, faire des choses sur sa propre fille. Donc, on voit comment est-ce que Joyce Meyer, de ce fait, a eu des problèmes avec les hommes. Elle a fui la maison quand elle a rencontré un ami avec qui elle a partagé son intimité. Cet ami avec qui elle a partagé son intimité a aussi violé d'elle. Et donc, elle est arrivée à la conclusion selon laquelle que tous les hommes sont pareils et que tous les hommes font pareil. Pourquoi? Parce que l'acte de viol auquel elle a été soumise, qui est un acte contre nature, a dénaturé son essence véritable. Alors, si nous pouvons définir le viol ou définir le traumatisme dû au viol, nous dirons qu'un traumatisme est un état résultant des lésions causées par des blessures ou des coups. Donc, une personne qui est violée est une personne qui est exposée à des lésions. Les lésions, en fait, ce sont des plaies, on va dire, ce sont des plaies. Mais en ce qui concerne le trauma ou le traumatisme, on va dire que ce sont des plaies très profondes, inscrites à l'intérieur de la personne. On peut aussi dire que ce sont des dommages causés à la psyché après un événement psychologiquement violent. Des dommages causés à la psyché. La psyché se constitue de la conscience et de l'inconscient. En fait, nous ne voyons pas la conscience, nous ne voyons pas l'inconscient, mais tout acte, tout traumatisme, tout ce qui vient endommager la psyché laisse des lésions, laisse des traces à l'intérieur de la victime. Nous ne savons pas, à l'heure d'aujourd'hui, ce qui se passe à l'intérieur de la conscience ou de l'inconscient de la petite Wally. Nous ne savons pas ce qui se passe à l'intérieur des Wally, de tous les autres enfants qui sont violés, qui sont abusés sexuellement, filles comme garçons. Nous ne savons pas à quoi ces enfants sont exposés. D'autres sont exposés à devenir, à leur tour, des violeurs. Parce qu'un message peut s'inscrire dans leur pensée qu'il faut que tu te venges.
D'autres peuvent se dire, je suis attiré par les hommes, je suis attiré par les filles. Donc on ne sait pas les dommages que laissent les traumatismes dus au viol dans la vie des victimes. Aux États-Unis, une dame avait reçu un colis et son colis était piégé. Elle avait une petite fille d'environ 2 ans et demi, 3 ans. Et alors qu'elle va ouvrir sa boîte aux lettres, le colis explose. Le colis explose et elle meurt. Les pompiers sont arrivés, ils ont fait leur travail et ils ont constaté qu'à côté, il y avait un enfant. Il y avait une enfant, une petite. Et ces pompiers se sont dit, bon, ce n'est qu'une enfant. Elle ne sait pas ce qui se passe. Ça, c'était la conclusion des pompiers. Et cette petite fille a eu la grâce d'être adoptée en France. Et un jour, pendant la période des fêtes de Noël, alors que ils étaient allés faire les courses, ils étaient allés faire les grands magasins avec sa famille adoptive. Là, cet enfant se retrouve en train d'avoir des crises d'angoisse. L'enfant se retrouve en train d'avoir des crises d'angoisse le long du chemin. Et les parents adoptifs ne comprenaient pas. En effet, l'enfant a été exposé à une tenue. La tenue avait les mêmes couleurs que la tenue des pompiers qui étaient venus constater et traiter les lieux, emmener le corps de sa mère alors qu'elle n'avait que environ 3 ans. Ce qui s'est passé à cet âge de 3 ans, c'est que l'événement qui a tué sa mère avait laissé des traces. Cet événement a laissé des traces dans la mémoire de cet enfant. Il est vrai que cet enfant n'avait pas les mots pour expliquer ce qui s'est passé, mais cependant, il y a eu des traces qui sont restées dans la mémoire de l'enfant. Et quand l'enfant se retrouve devant le Père Noël, qui faisait des cadeaux aux enfants, qui était gentil, qui faisait des cadeaux aux passants et qui acceptait de faire les photos avec les enfants. Et donc, lorsque cette fille se retrouve devant Père Noël, tout de suite, dans la mémoire surgit les événements ou l'événement qui avait causé la mort de sa mère. Et ça, ce sont des traces qui sont remontées en surface. Mais ces traces ont été laissées par un traumatisme, par un choc. Alors, nous ne savons pas en vérité, à l'heure actuelle, ce qui se passe dans l'apché de Wali. Nous ne savons pas, nous ne mesurons pas les lésions, nous ne mesurons pas la plaie, nous ne mesurons pas la douleur que subit Wali à cet instant. Cet enfant n'a peut-être pas les mots pour dire, pour décrire, pour parler de sa douleur. Mais dans le subconscient conscient de cet enfant, le traumatisme, la douleur a été enregistrée. Et il se pourrait que dans les années à venir, par ce qu'on appelle le refoulement, lorsqu'il serait question qu'elle soit exposée à quelque chose de similaire,
que à l'intérieur d'elle, qu'elle réagisse, mais qu'elle réagisse de façon négative. Alors j'étais en train de dire que nous ne savons pas ce qui se passe à l'intérieur de Wally. Et à cause de ce traumatisme, on peut se demander, mais qu'est-ce qu'on a bien voulu faire de Wally? Qu'est-ce qu'on a bien voulu faire des petits garçons violés? Qu'est-ce qu'on a bien voulu faire de ces petites filles qui sont violées? Parce que, je le redis encore, que le viol est un acte contre nature. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas permis, c'est quelque chose qui est capable d'ouvrir des portes, c'est quelque chose qui est capable de pouvoir faire des dégâts dans la vie des victimes. Je me demande à l'heure actuelle ce qui se passe à l'intérieur de cet enfant ou de ces enfants. C'est pas facile pour eux de pouvoir exprimer ce qu'ils ont ressenti aujourd'hui à cause du viol. Mais nous devons savoir que ce qui s'est passé a laissé des traces. Et ces traces ont besoin d'être réparées. Que lui est-il permis d'espérer après ces traumatismes? Qu'est-il permis à Wally d'espérer après ces traumatismes? Et nous, que devons-nous faire? La conscience sociale voudrait que nous puissions, autour de Wally, constituer des tuteurs de résilience. La conscience sociale aimerait que nous puissions constituer des tuteurs de résilience autour de Wally ou autour des Wally. Il faudrait que nous puissions constituer des tuteurs de résilience parce que ces enfants ont été traumatisés, parce que ces enfants ont eu des lésions, parce que ces enfants ont eu des dommages à l'intérieur d'eux. Et donc, il faudrait qu'il y ait des tuteurs de résilience pour pouvoir apporter des réponses à ces blessures, permettre à ces enfants de guérir des blessures dues au traumatisme qu'ils ont subi. Les tuteurs de résilience sont en responsabilité de demander réparation ou de réparer les injustices que subissent les enfants. Un tuteur de résilience est en responsabilité de demander réparation ou de réparer les injustices que subissent les enfants. Qu'est-ce qu'un tuteur de résilience? Un tuteur de résilience peut représenter l'État. Le tuteur de résilience peut représenter la famille. Le tuteur de résilience peut représenter l'Église. On va y arriver. Je veux dire que l'État a la responsabilité dans le cheminement des réparations des traumatismes que subissent les enfants dus au viol. L'État a la responsabilité de se constituer en tuteur de résilience. De ce fait, c'est-à-dire de demander des comptes aux personnes qui abusent des enfants. L'État ne peut pas rester indifférent. Je pense que l'État devait faire comme les enfants de Jacob. C'est-à-dire, le plus tôt possible, ne pas laisser pourrir les choses, le plus tôt possible, amener à pouvoir réparer cette injustice-là. Quelqu'un dira, mais l'État n'est pas responsable. Et moi, je dirais que l'État est en responsabilité. Parce que c'est l'État. L'État a le devoir de protéger ses citoyens, de protéger ses enfants. Donc l'État est en responsabilité de pouvoir apporter des réponses, des solutions
à ce type de problème, surtout qu'il y a un cadre juridique qui est prévu pour cela. Et c'est ce que je disais, l'État est en responsabilité, c'est-à-dire qu'il devait faire quelque chose, n'est pas laisser impunis les injustices. Ces petites filles et ces petits garçons violés par des adultes ont besoin d'une justice équitable. Ces innocents ont juste besoin que le droit soit lu. Pas une justice à deux vitesses. Parfois, si c'était un jeune homme ou quelqu'un du quartier qui n'a pas de nom, qui n'a pas un statut social, qui n'est pas un homme d'affaires, qui n'est pas dans la politique, qui aurait fait ces choses, qui aurait violé au quartier, ce monsieur ou ces jeunes garçons se retrouveraient déjà en prison. Parce que, bon, voilà. Mais quand c'est quelqu'un qui est en haut, qui a un statut social parce que c'est un homme d'affaires ou c'est un homme politique, si c'est quelqu'un qui est en haut, l'État traîne les pas. Et ça, ce n'est pas une bonne façon pour l'État de protéger ses enfants. Devant le droit, nous sommes tous égaux. Il n'y a pas le plus grand, il n'y a pas de plus petit. C'est ce qu'on appelle par l'équité. La justice doit être une justice équitable. Et je pense que l'État est le premier tuteur de résilience. C'est-à-dire, le premier tuteur de résilience qui va permettre aux victimes de viol de pouvoir se reconstruire. Quand vous êtes pris en charge par l'État, votre peine est apaisée, votre douleur est apaisée. Et les mesures d'accompagnement que l'État met en place vous permet de pouvoir vous en sortir. Parce que vous vous sentez protégé. Ça, c'est le premier tuteur de résilience dont je voudrais parler. Le deuxième tuteur de résilience ici, dans le cheminement des réparations causées par le traumatisme subi par ceux qui sont violés, par des enfants qui sont violés, le deuxième tuteur de résilience, ça s'appelle la famille. En fait, la responsabilité de la famille consiste aussi à construire autour de l'enfant qui a été violé, dans ces cas, autour de Wally, une niche sensorielle. Constituer une niche sensorielle. Et dans cette niche sensorielle, il y a deux choses. Premièrement, il y a l'affection et deuxièmement, il y a ce que l'on fait du traumatisme que l'enfant a subi. Quelle orientation? Qu'allons-nous faire de ce traumatisme? Construire la niche sensorielle et dans cette niche sensorielle, y mettre de l'affection et à côté de l'affection, joindre une orientation. Qu'allons-nous faire du traumatisme? Donner un sens à ce traumatisme. Parce que ce qui est arrivé à Wally va revenir. Et s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas d'affection, elle aura des difficultés à se reconstruire. Cet enfant a besoin d'être aimé. Cet enfant a besoin de l'affection. Parce que l'acte qu'elle a subi, l'a rejeté, l'a expulsé, l'a mise en quarantaine. Je vous assure qu'au-dedans d'elle, les victimes de viol se sentent souillées. Au-dedans d'elle, les victimes des viols se sentent mises à l'écart. C'est comme si elles ont de la lèpre. Et donc, c'est des choses qui s'exprimeront dans l'avenir si la personne n'a pas été guérie au-dedans d'elle. Alors la guérison passe par la niche sensorielle et dans cette niche sensorielle, il faut y mettre beaucoup d'affection, beaucoup d'amour. Il faut aimer ces personnes, les aimer, apprendre à pouvoir les écouter, apprendre à pouvoir échanger, apprendre à pouvoir parler avec eux. Parce que leur monde a été bouleversé par le traumatisme qu'ils ont subi.
du fait qu'on les a dénaturés. Et le deuxième point dans cette niche sensorielle, c'est de pouvoir trouver un sens à donner au trauma. Il faut donner un sens à ce traumatisme. On ne va pas utiliser ce traumatisme comme étant une pierre d'achoppement contre les walis. On ne doit pas leur rappeler ce qui était arrivé dans le sens de les culpabiliser. Mais il faudrait plutôt construire autour de la blessure cette capacité qui leur permettrait, des éléments qui leur permettraient de pouvoir rebondir. Parce que demain, on leur parlera. Quand elle aura 20 ans, cette histoire pourra revenir. Quand elle aura 30 ans, cette histoire pourra revenir. Mais lorsque cette histoire va revenir, il faudrait que l'enfant soit reconstruit pour pouvoir elle-même en parler. Parce qu'il y a ce qui se dit autour de ce qui lui est arrivé et ce qu'elle-même, elle dira autour de ce qui lui était arrivé. Alors, si une personne n'est pas guérie, nous sommes sans ignorer qu'une personne blessée blesse, un blessé blesse. Donc, il faut qu'elle guérisse. Et pour qu'elle guérisse, elle a besoin de sa famille. Et donc, nous voulons saluer toute initiative que la famille est en train de faire. Tout ce qui se fait comme communication autour de ça va constituer cette niche sensorielle dont elle a besoin pour pouvoir se reconstruire à l'avenir. Nous avons besoin de pouvoir assister les enfants qui ont été victimes du viol. Et le troisième tuteur de résilience, c'est l'Église. L'Église n'est pas responsable, quelqu'un dirait, mais l'Église est en responsabilité. Elle est en responsabilité de pouvoir prier pour les personnes qui sont victimes des viols. Et toute personne qui subit des abus est comme un orphelin. Et la Bible déclare que la vraie religion consiste à pouvoir prendre soin de la veuve et des orphelins. Et tout orphelin, c'est aussi toute personne qui est dans l'incapacité de se prendre en charge par elle-même. Wali n'a pas le pouvoir, elle n'a pas de capacité à pouvoir se prendre en charge par elle-même. Donc elle a besoin de soutien. Et je pense que l'Église doit se constituer en tuteur de résilience vis-à-vis de ces personnes-là qui sont victimes de traumatismes pour pouvoir apporter aussi de la réparation à ces choses. L'Église a aidé Joyce Meyer. Joyce Meyer s'est réparée et aujourd'hui elle parle de son témoignage sans pour autant s'inquiéter parce qu'elle a été réparée. Elle a trouvé réparation dans le cheminement avec Dieu, dans sa marche avec Dieu. Donc, les walis ont besoin du Seigneur. Ils ont besoin du Seigneur, ils ont besoin de la grâce de Dieu dans leur vie. Voilà, donc je voulais partager ces pensées-là pour que nous puissions penser à après le viol. Comment faire pour pouvoir aider les victimes? Nous ne devons pas laisser faire, nous ne devons pas laisser passer les choses. Nous sommes en responsabilité les uns et les autres de pouvoir apporter la lumière et de pouvoir aider les personnes qui sont victimes de viol pour que cela ne se reproduise plus. Alors, bon courage à la famille de Wali et que le Seigneur vous aide dans les démarches que vous êtes en train de faire afin que justice soit rendue. Bon courage aussi à toutes les Walis du Gabon, à tous les Walis du Gabon, ces jeunes filles, ces petites filles, ces jeunes garçons, ces petits garçons qui sont victimes des viols. Je voudrais vous souhaiter bon courage
Et je prie pour que le Seigneur puisse vous aider à trouver la capacité de résilience, c'est-à-dire la capacité à vous en sortir, à ne pas être victime du mal qu'on vous a fait, mais que derrière ce mal, vous puissiez trouver un tremplin et que vous puissiez vous en sortir et que vous n'ayez pas honte de vous, mais que vous puissiez utiliser cette phase triste de votre vie pour pouvoir secourir les autres, car je crois pour ma part que chaque épreuve que nous traversons, chaque trauma que nous traversons est un type de personne que nous sommes appelés à servir demain. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage, que Dieu vous fortifie. Je vous dis à bientôt et nous sommes en contact, nous prions pour les Wali.